Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui essayer de répondre à cette question vers un monde agricole post-américain en partant de l'idée que pendant la guerre froide et dans le contexte donc du choc pétrolier de 1973, les États-Unis ont théorisé la notion de puissance alimentaire et de food power, puisque pour le secrétaire à l'agriculture Earl Butz, l'alimentation et l'agriculture ce sont en fait des armes, ce qui signifie que les États-Unis doivent mettre en ordre de bataille leur agriculture et utiliser l'agriculture comme un levier de puissance, voire de domination. Auparavant, donc en 1954, le président Eisenhower avait signé la fameuse PL 480. À travers le programme Food for Peace, l'idée était de coupler aide alimentaire et orientation de la production agricole nationale vers ses débouchés internationaux. Et il faut savoir que ce programme, donc ancien de Food for Peace, est régulièrement toiletté et le dernier acte remontant à 2014. Pour les États-Unis, l'histoire donc du XXe siècle, c'est celle d'une stupéfiante montée en puissance, puisqu'on passe en fait du stade de première puissance économique au stade de superpuissance, puis pour atteindre le seuil donc de l'hyperpuissance avec la fin de l'URSS, si bien que pour les États-Unis, le système monde donc devient le territoire d'une certaine expansion dominatrice, voire hégémonique, sur le plan géoéconomique et géopolitique. Et d'une certaine façon, cette idée est soulignée à travers le concept de siècle américain. Et en fait, l'agriculture, à son niveau, a participé à la construction de ce siècle américain, notamment pendant la guerre froide. Pour l'URSS, l'agriculture a toujours été un échec majeur et les États-Unis, en pleine guerre froide, humilient l'URSS en orientant régulièrement des exportations vers l'URSS soviétique, si bien que, par exemple, en 1973, l'URSS est obligée d'acheter aux États-Unis 8,7 millions de tonnes de blé. Or, on peut dire qu'aujourd'hui, a priori, l'efficacité de ce levier agricole semble s'émousser, avec d'une part l'avènement d'une mondialisation agricole, et par ailleurs avec des difficultés propres aux systèmes agricoles américains, ou en tout cas des enjeux qui sont à relever de façon impérieuse pour les États-Unis. Parallèlement à ce siècle américain, les années 2000 et 2010 sont celles aussi pour les États-Unis des décennies de questionnement sur leur perte de monopole de la puissance. Nye s'interroge, est-ce que le siècle américain est terminé? Et nous allons nous demander si ce siècle agricole américain est aussi terminé. Et je vous propose donc de réfléchir dans trois axes de direction. Tout d'abord, se demander comment s'organise aujourd'hui ce système monde agricole et quelle place y tiennent les États-Unis. Se demander si les États-Unis sont finalement une puissance agricole qu'il faut lire à travers le prisme du déclin. Et enfin, il faut aussi s'interroger sur les stratégies agricoles que mènent les États-Unis pour tenter de tenir leur rang. La mondialisation agricole, elle est définitivement aujourd'hui une mondialisation multipolaire. Et pour les États-Unis, ça signifie des concurrents, ça signifie des rivalités grandissantes dans l'agronégoce mondial. Et on constate que pour les États-Unis, le marché aujourd'hui, ce sont des parts de marché justement qui s'étiolent. On sait par exemple que concernant la production mondiale et le commerce mondial de blé, les États-Unis disposaient d'une puissance exceptionnelle. Dans les années 60, leur part de marché était d'environ 50%. Donc une tonne de blé sur deux mise sur le marché relevée de blé états-unien. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 20%. Par ailleurs, dans le cadre de cette production stratégique qu'est le soja, c'est le graphique ici de droite, on constate que, en termes de production, les États-Unis sont par exemple
rattrapé par le Brésil, et les deux aujourd'hui se disputent le premier rang mondial pour la production de soja. Montrons aussi que pour les États-Unis, la mondialisation, c'est la montée en puissance et la montée en cadence productive de concurrents nouveaux et redoutables. Et on prendra l'exemple de la Russie. La Russie, c'est l'héritage soviétique qui était un échec agricole. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la Russie est vraiment de retour sur la scène agricole mondiale, à travers notamment une politique d'État volontariste portée par le Kremlin. Citons par exemple en 2010 l'adoption d'une doctrine sur la sécurité alimentaire du pays. Citons un programme d'État de développement de l'agriculture sur la période 2013-2020. L'objectif de la Russie, c'est la souveraineté alimentaire et c'est de devenir une grande puissance agricole exportatrice. Et il y a quelques jours, Vladimir Poutine se vantait d'avoir fait de l'agriculture une locomotive économique. Et force est de constater que sur le marché, notamment des céréales, ça fonctionne. Puisque en 2016, la Russie explose ses records de production céréalière, elle dépasse même les records de production de l'URSS, qui était autrement plus vaste, avec plus de 72 millions de tonnes. Et durant cette même année 2016, eh bien, les Russes passent devant les États-Unis en termes d'exportation de blé. Et aujourd'hui, on a une bataille féroce pour ce leadership commercial sur la production et la commercialisation de blé. Et la Russie est en train de construire, vous l'avez en jaune sur le planisphère, elle est en train de construire cette ceinture céréalière des Tchernosium que le géographe Charvet appelle la Zernovoy Belt, qui est en fait cette vaste aire céréalière qui part de la Pologne, passe par la Biélorussie, l'Ukraine et surtout la région des terres noires fertiles de Russie, avec un nouveau grenier qui se constitue et qui, en force, s'impose sur le marché. Pour les États-Unis, ces marchés extérieurs, ils sont de plus en plus retors aussi. D'une part, parce que les guerres alimentaires que les États-Unis ont pu susciter, finalement, se sont révélées insuffisantes, voire inefficaces. Les États-Unis, régulièrement, ou en tout cas à certaines périodes, ont utilisé l'arme de l'embargo alimentaire contre ses adversaires, contre ses ennemis. On connaît l'existence de cet embargo céréalier que les États-Unis ont levé contre les Russes, contre les Soviétiques, pardon, en 1980 pour dénoncer l'invasion de l'Afghanistan. Force est de constater que cet embargo n'a pas fait plier l'URSS, pas plus que l'embargo commercial sur Cuba n'a eu une véritable efficacité. Par ailleurs, montrons bien que les guerres commerciales, sont des armes à double tranchant. En clair, des concurrents peuvent aussi entrer dans cette logique-là. Exemple, la guerre du bœuf aux hormones entre l'Union européenne, à l'époque donc la CE, et les États-Unis, qui dure en fait depuis 1988. Qui reprend sporadiquement. Il y a quelques jours, par exemple, il y a quelques mois, les États-Unis annoncent la volonté de mettre en place une commission d'enquête sur justement les réticences de l'Union européenne à importer du bœuf états-unien. Bref, une guerre qui dure de longue date, qui s'enlise et qui finalement ne donne pas vraiment de résultats. Embargo contre embargo. Par ailleurs, montrons que certains marchés qui semblaient extraordinairement prometteurs le sont, mais ne le sont pas autant qu'on pouvait le penser. L'exemple, c'est la Chine. Alors la Chine est devenue le premier client de l'agriculture états-unienne, on y reviendra, et elle importe effectivement massivement des produits agricoles venus des États-Unis. Si on prend l'exemple du lait, la Chine est loin d'être autosuffisante sur ce secteur. On sait que 20% du lait qui est consommé en Chine est un lait importé. Et depuis 2010, elle stimule véritablement le marché international laitier. Pourtant,
elle mène parallèlement une politique qui ne se réduit pas simplement à des achats de plus en plus massifs. Déjà, elle cherche à stimuler sa production nationale. En 2004, elle produit 16 millions de tonnes de lait. En 2014, elle est montée à 37 millions et elle vise 76 millions pour 2030. Donc déjà, elle s'efforce de stimuler sa production nationale. Par ailleurs, elle diversifie ses approvisionnements. Les États-Unis, c'est 23% des importations laitières en Chine, mais la Nouvelle-Zélande est à 52%. Et la Nouvelle-Zélande est le premier partenaire laitier de la Chine. Et par ailleurs, si on dépasse le cadre simplement laitier, on sait que la Chine est en train de se construire une agriculture offshore en achetant des terres à l'international, en jouant de la complémentarité des terroirs. Achat de terres en Afrique, plus de 10 millions d'hectares, mais aussi de façon assez spectaculaire, achat de terres en France, par exemple, avec 2500 hectares de terres qui ont été acquis par l'investisseur chinois Hong Yang dans l'Indre et dans l'Allier. Et on peut donc poser la question, qui est excessive, mais finalement, les États-Unis agricoles, dans cette mondialisation, ne sont-ils pas un prédateur devenu proie ? Dans le sens où, déjà, on a des fleurons agro-industriels états-uniens qui sont passés sous pavillon étranger. Déjà, dans le secteur de la viande, qui reste un des secteurs emblématiques de l'agriculture états-unienne, on a une offensive majeure d'une entreprise brésilienne, l'entreprise JBS Friboi, qui a multiplié depuis les années 2000 les achats d'abattoirs, d'industries de transformation dans le secteur de la viande bovine d'abord, mais aussi viande porcine et viande de volaille. Par exemple, en 2007, elle rachète la compagnie Swift & Company. En 2008, elle acquiert la division viande bovine de Smithfield, on y reviendra. En 2009, elle rachète 64% du capital de Pilgrim's Pride. Résultat, JBS est devenu le premier producteur de viande bovine aux États-Unis. À tel point d'ailleurs qu'en 2009, les autorités s'inquiètent de cette stratégie boulimique d'achat et bloquent le rachat par JBS de la National Beef, arguant du fait que JBS occuperait une position ultra dominante sur le marché de la viande. Autre rachat encore plus emblématique, c'est Monsanto. Monsanto qui en septembre 2016 passe dans le giron de l'agrochimiste allemand Bayer, Bayer qui a payé le prix fort, 59 milliards d'euros pour acquérir Monsanto, et d'une certaine façon, acheter Monsanto, c'est acheter une entreprise, mais c'est aussi acheter un symbole, puisque Monsanto incarnait un certain ordre américain. Déjà sur le plan technologique, Monsanto c'est une entreprise de l'innovation semencière à travers le génie génétique. Un symbole aussi sur le plan entrepreneurial. Monsanto était quand même à la tête de cet oligopole semencier qui maîtrise le marché des semences dans le monde. Et puis c'est aussi un symbole géopolitique. Acheter Monsanto, c'est acheter une entreprise qui jusque-là était emblématique du food power états-unien. Parmi les pays qui jouent à fond cette carte d'investissement, d'achat aux États-Unis, on a la République populaire de Chine. La République populaire de Chine qui part à l'assaut des entreprises états-uniennes, mais qui part aussi à l'assaut d'une partie du capital foncier des États-Unis. En effet, la Chine est en quête de production agricole, elle est en quête de savoir-faire, de technologie. Et donc, dans ce contexte-là, elle lance certains de ces groupes à l'assaut des groupes de l'agroalimentaire états-unien. Et par exemple, en 2013, vous avez WH Group qui rachète Smithfield, sa division notamment viande de porc, si bien que WH Group devient le premier producteur de viande porcine aux États-Unis et met la main aussi sur les investissements de Smithfield en Europe. Et pour WH, alors c'est un investissement qui est financier, mais c'est aussi un investissement qui est
productif, qui est technologique, puisque racheter Smithfield, c'est racheter des fermes, c'est racheter notamment des grands feedlots d'engraissement des porcs, c'est racheter aussi des gros abattoirs, notamment celui de Tar Heel en Caroline du Nord, qui est toujours donc le premier abattoir de porcs aux États-Unis et un des plus grands donc dans le monde. Mais parallèlement, ce groupe WH achète des terres, achète des fermes, et par exemple, parallèlement à son achat de Smithfield, il a mis la main sur 40 000 hectares de terres agricoles au Missouri, au Texas et en Caroline du Nord. Donc, à l'aune de ce que nous venons de dire, on peut se poser la question, y a-t-il un déclin de la puissance agricole états-unienne? Parler de déclin, ce serait abusif, dans le sens où on a quand même une capacité de production et d'exportation qui reste réellement impressionnante, avec des productions qui sont à la fois amples et qui sont stratégiquement positionnées sur les marchés donc les plus stratégiques. Ainsi, si on prend le classement des États-Unis dans les productions agricoles mondiales, on constate tout d'abord qu'on a un ajustement entre la production agricole des États-Unis et les évolutions alimentaires mondiales. Le monde, et notamment les Suds, sont dans une dynamique de transition alimentaire. Transition alimentaire, ça veut dire plus de consommation de protéines d'origine animale, donc ça veut dire plus de viande, plus de lait, ça veut dire aussi plus de nourriture pour les cheptels, et notamment plus de soja. La transition alimentaire, ça veut dire aussi une diversification des modes de consommation. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, les États-Unis ont des systèmes de production qui sont bien ajustés à ce processus de transition alimentaire, avec ce que l'on pourrait appeler 3 grandes bases productives. Première grande base productive, les COP, les céréales et les oléoprotéagineux. Alors, les États-Unis aujourd'hui ne dominent plus le marché mondial du blé, ils n'en sont plus que les 5e producteurs dans le monde, mais on constate que plus d'une tonne de maïs sur 3 vient des États-Unis aujourd'hui, ou en tout cas est produite aux États-Unis, plus d'une tonne de soja sur 3 également vient des États-Unis. Bref, on a des positions qui sont fortes dans ce secteur des oléoprotéagineux. Deuxième base de puissance, deuxième secteur, l'élevage, aussi bien l'élevage laitier que l'élevage pour la production de viande. Et comme vous le voyez, les États-Unis restent premier producteur mondial de viande de bœuf, de viande de poulet, 3e producteur mondial de viande de porc. Et puis, dernier domaine, alors qui n'apparaît pas sur cette diapositive, mais c'est tout ce qui relève de la production de produits tropicaux ou de produits semi-méditerranéens, donc les vins, les fruits, les légumes, le coton également, les États-Unis occupant sur ce secteur-là une place stratégique sur laquelle on reviendra. Cette capacité de production qui reste forte, elle est liée à des terroirs de production qui sont évolutifs. Et ces terroirs de production évolutifs, ils évoluent, on peut dire, dans 2 dynamiques, dynamique de spécialisation et dynamique d'ajustement au marché. Déjà, rappelons bien que les terroirs de production aux États-Unis, c'est l'immensité qu'il faut souligner. Il faut souligner leur immensité. 408 millions d'hectares de terres agricoles, 155 millions d'hectares de terres arables. Vous voyez la comparaison avec la France, elle est éloquente. Donc il reste une disponibilité, enfin il y a un capital foncier qui est fort. Par ailleurs, deuxième élément sur lequel il faut insister, c'est la précoce spécialisation du territoire agricole en différents bassins de production, en différents agrosystèmes, et ces agrosystèmes portent le nom historique donc de belt, et sans nul doute, les belts qui sont aujourd'hui, ou la belt qui est sans nul doute la plus dynamique, c'est la corn soy belt, celle qui produit donc du maïs et du soja. Soulignons bien que ces terroirs de production, d'une certaine façon, ils se caractérisent par 3 éléments. Alors bien sûr, tout d'abord, des systèmes d'exploitation, des fermes et des terres.
Par ailleurs, il se caractérise par des villes. Toutes ces belts sont polarisées, sont pilotées par des villes. Prenons l'exemple de Minneapolis. Minneapolis, au cœur de la Wheat Belt, c'est une ville qui est stratégique dans le négoce, dans la commercialisation du blé, dans la commercialisation des grains, puisque Minneapolis, c'est le siège de Cargill, on y reviendra, c'est aussi le siège du Minneapolis Stock Exchange, c'est-à-dire une des plus grandes bourses au blé dans le monde. Et puis, c'est ce que vous avez ici au tableau, une belt, c'est tout un système de transport, tout un treillage, tout un réseau logistique intermodal permettant en fait de relier les zones de production aux grandes portes logistiques d'ouverture sur l'agriculture mondialisée, via le rail, via la route, et via ensuite les ports, notamment vous avez ce port de South Louisiana, où 32% de l'activité relève du commerce de grains. Donc, tendance à la spécialisation de ces belts, tendance aussi à l'ajustement, donc à l'évolution de ces belts en fonction du marché. La céréaliculture aux États-Unis et la culture des oléoprotéagineux, ça veut dire moins de blé, plus de soja, plus de maïs. Résultat, carte de droite, la Corn Soy Belt a tendance à empiéter sur les agrosystèmes, sur les belts alentours, et notamment donc sur la Wheat Belt, parce que, justement, la demande en soja, la demande en maïs explose. L'ajustement, ce sont aussi dans ces belts des nouvelles méthodes de production et des nouveaux espaces de production. Prenons l'exemple d'une part de la ceinture du lait, la Dairy Belt, la plus septentrionale. On a aujourd'hui dans cette Dairy Belt une vague d'intensification des processus de production particulièrement forte, et dans le Wisconsin, la Fair Oaks Farms se targue d'être la plus grande ferme bovine laitière des États-Unis, avec 42 000 bovins en stabulation. Par ailleurs, nouveaux espaces de production. Prenons l'exemple de la Californie. La Californie est devenue aujourd'hui le premier État producteur de lait aux États-Unis, alors qu'elle n'avait pas une vocation laitière historique, en lien notamment avec la forte demande locale d'un État qui s'est fortement métropolisé. Produire, c'est une chose, ensuite il faut vendre, d'où la nécessité et d'où la capacité des États-Unis à dominer les marchés, voire à forcer leur ouverture, avec une aptitude à exporter qui demeure intacte. Soulignons bien que les États-Unis continuent à augmenter leurs exportations sur le temps long. Depuis 1961, entre 1961 et 2013, les exportations américaines en valeur ont été multipliées par 28. Montrons bien qu'au cours des 10 dernières années actuelles, ces mêmes exportations ont augmenté de 125%. Les États-Unis restent le premier exportateur mondial et en 2014, ils battent un record avec 127 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires exportés. Donc il reste la première puissance exportatrice malgré des pertes de parts de marché. Nous avons essayé de le montrer. Montrons que les États-Unis, dans ces marchés, ils occupent des positions qui sont parfois ultra dominantes. Près de 40% du marché mondial du soja, 39% du marché mondial du soja, est polarisé et piloté par les États-Unis. Les États-Unis, c'est la capacité aussi à ouvrir des nouveaux marchés, et ce à différentes échelles. Échelle régionale, Canada, Mexique, échelle mondiale, Union européenne, et surtout la Chine, qui est devenue le premier marché d'exportation pour les agricultures et les industries agroalimentaires états-uniennes. Et finalement, montrons bien que pour les États-Unis, l'agriculture reste une rente commerciale dans un contexte de déficit commercial chronique. Ça fait partie de ces secteurs qui sont largement excédentaires, alors que la balance commerciale états-unienne est structurellement déficitaire. C'est aussi cette capacité des États-Unis à ouvrir de nouveaux marchés, à créer de nouveaux besoins. Cette capacité, elle est construite, elle est menée par tout un jeu d'acteurs. Le ministère de l'Agriculture, enfin le secrétaire,
le secrétariat à l'agriculture, le ministère des Affaires étrangères, donc le secrétariat d'État, les agences officielles comme l'USAID, les lobbies de producteurs, les lobbies également des grandes firmes transnationales. Et tout ce réseau mène des stratégies pour ouvrir des nouveaux marchés et pour faire pénétrer dans ces nouveaux marchés les technologies américaines. Exemple, les OGM. On sait par exemple que, ça a été révélé par de nombreuses ONG, qu'on a des pressions politiques qui sont exercées sur de nombreux États pour que ces États acceptent les OGM dans leurs propres systèmes agricoles. Ainsi, l'ONG Food and Water Watch, en 2013, révèle l'existence de 926 câbles diplomatiques échangés entre le département d'État américain et les ambassades de 113 pays pour les convaincre justement d'ouvrir leurs agricultures aux OGM. Donc, cette capacité à diffuser les technologies, cette capacité à ouvrir des nouveaux marchés via notamment le libre-échange. Et à cet égard, l'ALENA a été pour les farmers américains une véritable aubaine. Voyez ici les importations sur le tableau, les importations agricoles au Mexique. Eh bien, on constate que sur ces importations, eh bien, les États-Unis occupent une position ultra dominante. 77% du soja, 91% du maïs, 90% de l'orge, 91% du bœuf, tous ces éléments-là importés au Mexique proviennent quasi exclusivement des États-Unis. Montrons que le Mexique aujourd'hui est le premier importateur de maïs, de blé, de porc, donc états-unien. Et montrons aussi que les exportations agricoles des États-Unis vers le Mexique ont été multipliées par 5 entre la signature donc des accords de l'ALENA et aujourd'hui. Dans un contexte politique où l'on soutient massivement l'agriculture, c'est un impératif politique qui est toujours maintenu avec des politiques agricoles que l'on pourrait qualifier d'astucieuses. Le premier mot d'ordre de ces politiques, c'est soutenir. Si on prend les évolutions donc du Farm Bill de 2014, de la dernière loi agricole, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà que cette politique est généreusement approvisionnée. Sur la période 2014-2020, on débloque aux États-Unis 956 milliards de dollars. On constate aussi que ces politiques sont en phase d'évolution constante, avec notamment aujourd'hui le développement dans cette politique agricole américaine du soutien des dispositifs assurantiels. En clair, on va aider les farmers américains à s'assurer contre la volatilité des cours, contre les risques climatiques. Et on estime qu'aujourd'hui, en moyenne, 62% du coût des assurances agricoles que prennent les farmers pour se prémunir contre ces risques, 62% du coût relève d'un financement public dans le cadre du Farm Bill. C'est aussi une politique, vous le savez, qui ouvre des débouchés via la distribution de bons alimentaires à la population nécessiteuse. Plus de 40 millions d'Américains, tous les ans, touchent de ces bons alimentaires qui sont payés par la politique agricole, permettant à ces Américains nécessiteux de consommer des produits agricoles états-uniens. Mais c'est aussi cette capacité de la politique à protéger sectoriellement et commercialement. Cette politique américaine, elle est capable de créer des filets de sécurité en cas de défaillance des marchés. Et par exemple, les États-Unis donc annoncent en 2016 le versement de 300 millions de dollars d'aide d'urgence pour les producteurs de coton, quitte d'ailleurs à déstabiliser les marchés internationaux et notamment les orienter à la baisse. On considère par exemple que sur ce marché du coton, les subventions américaines à leurs producteurs contribuent à faire baisser d'environ 7% les cours mondiaux du coton. Et aux grandes dames, notamment de ces producteurs de coton qui, eux, ne sont pas subventionnés en Asie centrale ou en Afrique sahélienne. Et si on devait donc résumer en quelques mots cette politique agricole, rapidement, ce serait celui d'efficience et ce serait celui de pragmatisme. Je vous cite Jean-Christophe Bureau, qui est un des spécialistes des politiques agricoles, et qui dit « Les États-Unis ont assez peu de scrupules.
Ils mettent en place des instruments qui sont des incitations à produire, qui isolent les producteurs des signaux de prix, ce qui en fait vraiment une assistance à la production, donc indirectement à l'exportation. Si on associe notre grand 1 avec notre grand 2, on constate, grand 3, excusez-moi, le 3 a sauté, on constate que l'enjeu majeur, c'est finalement de maintenir la puissance agricole états-unienne en usant de différentes stratégies. Première stratégie, maintenir l'innovation agricole et agro-industrielle. Déjà, rappelons que l'histoire des États-Unis jusqu'à aujourd'hui est faite de révolutions agricoles que les États-Unis ont dominées. Révolution de la mécanisation, révolution de la motorisation dès le 19e siècle, début 20e. Aujourd'hui, les révolutions agricoles, elles reposent essentiellement aux États-Unis sur deux bases. La première, c'est la révolution génétique via la culture des OGM. Voyez que sur certaines productions, soja, coton, maïs, on est à plus de 80-90% de la production qui est désormais complètement stratégique. Qui est stratégiquement cette production faite en OGM. Et d'ailleurs, les États-Unis deviennent le laboratoire de firmes qui développent des organismes génétiquement modifiés. Par exemple, en novembre dernier, la firme canadienne Summerland annonce la commercialisation aux États-Unis, et non pas au Canada, de pommes génétiquement modifiées, issus donc, qui sont les fruits de ces recherches. Deuxième révolution agronomique qui est en cours, c'est la révolution informatique de l'agriculture de précision, qui repose sur des systèmes de télédétection, des aides à la décision, sur en fait toute une cyber-agriculture qui finalement renforce l'empire numérique états-unien, renforce donc ces GAFA, avec des agriculteurs qui sont connectés, et cette agriculture de précision qui se développe aux États-Unis, aujourd'hui essaime dans tous les grands agrosystèmes internationaux, et ce sont essentiellement des acteurs états-uniens qui la font. Parce que les États-Unis, ce sont des agro-industries et un agro-négoce largement transnationalisé. N'oublions pas que ces industries agroalimentaires restent aux États-Unis une base productive majeure. 15% des salariés de l'industrie aux États-Unis travaillent pour l'agro-industrie. L'agroalimentaire, c'est près de 2 millions d'emplois, c'est plus de 300 000 entreprises aux États-Unis, donc ça reste une base de puissance fondamentale. Cette base de puissance, elle sème à l'international. Voyez par exemple un marché de niche, le marché du machinisme agricole. Ce marché du machinisme agricole, aujourd'hui, est largement dominé à l'international par des groupes américains. John Deere est depuis le 19e siècle le numéro 1 mondial dans le secteur, et il le reste. Et vous constatez par exemple ici qu'en France, dans l'achat des tracteurs de forte puissance, eh bien on constate en France que 55% du parc de tracteurs achetés en 2015 procède de marques qui sont la propriété de groupes états-uniens. Les États-Unis produisent, les États-Unis collectent également à travers notamment leur position dominante dans le négoce des céréales et des oléoprotéagineux. Ce négoce des céréales et des oléoprotéagineux, il repose sur un oligopole à 4 têtes. ADM, Bunge, Cargill et LDC. Sur ces 4 têtes, vous en avez 2 qui sont états-uniennes, avec ADM et Cargill. Cargill reste le numéro 1 mondial dans la collecte des céréales et des oléoprotéagineux. C'est une firme ancienne, fondée en 1865, qui aujourd'hui est présente dans environ 70 pays, où elle emploie plus de 150 000 personnes et où elle traite tous les ans environ 300 millions de tonnes de céréales et d'oléoprotéagineux. Et montrons que là où elle est implantée, Cargill a une forte capacité intrusive. Prenons l'exemple de Cargill au Brésil. Cargill s'est permis par exemple de construire en 2003 le port de Santarém, donc dans l'état du Pará. On est ici donc sur l'Amazone, dans le front pionnier amazonien. Elle l'a construit en toute illégalité, en tout cas sans avoir
les autorisations officielles de l'État fédéral. Il s'en est suivi une partie de bras de fer avec l'État, avec les autorités régionales, avec les ONG, mais il n'en demeure pas moins que le port de Santarém aujourd'hui, c'est 180 000 tonnes de stockage, et ce sont des navires de 55 000 tonnes qui peuvent aller directement charger le soja produit dans les fronts pionniers environnants. L'enjeu pour les États-Unis, c'est aussi de diversifier leur agriculture et changer l'image de marque de cette agriculture. En clair, moins de commodités, plus de qualité. Les commodités, donc, vous le savez, ce sont ces produits agricoles bruts, non ou peu transformés, dont les États-Unis se sont fait une véritable spécialité. Et ce que l'on constate, c'est que autant les États-Unis maîtrisent largement ce secteur, autant ils sont plutôt, ou en tout cas ils peuvent être en difficulté sur les produits transformés, et notamment sur les produits de qualité. Si on prend la ventilation des échanges entre l'Union européenne et les États-Unis, on constate que le solde commercial est déficitaire pour l'UE en termes de commodités, mais ce solde commercial devient pour l'UE excédentaire dès qu'on parle de produits transformés et notamment de produits de qualité. Et à cet égard, ça explique que la France génère un excédent commercial agricole avec les États-Unis, un excédent commercial qui est réel, et 78% de cet excédent commercial repose sur le secteur des vins et des spiritueux. D'où aux États-Unis, le développement aujourd'hui de filières de qualité, dont certaines sont assez exemplaires, c'est le cas de la vitiviniculture. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est le 4e vignoble mondial en termes de superficie. Ce sont des vins de cépage, ce sont des grandes maisons de négoce, par exemple la grande firme californienne Gallo. Ce sont aussi, on dira copiés sur le modèle français, la mise en place de terroirs de production que les États-Unis appellent AVA, donc des aires américaines de viticulture, donc des terroirs strictement délimités, on en compte plus de 130. Parmi les plus prestigieux terroirs, on a celui de la Napa Valley, et c'est aussi, vous le voyez sur ces étiquettes, l'utilisation sans vergogne de marques, enfin les États-Unis les considèrent comme des marques, de marques qui relèvent en fait de terroirs, notamment de terroirs français, celui de Champagne ou celui de Bourgogne, pardon, qui peuvent apparaître tels quels sur des étiquettes, et ce qui pose d'ailleurs toute la question de la protection des normes en Europe, et notamment en France, dans le domaine agroalimentaire. C'est par ailleurs la recherche de nouveaux débouchés. Nouveaux débouchés, nouvelles pratiques. Nouveaux débouchés, les agrocarburants, les biocarburants, qui ont été fortement stimulés depuis cette loi fédérale sur l'énergie de 2007, qui fixe des objectifs ambitieux pour 2022. 2022, les États-Unis veulent arriver à 136 milliards de litres de biocarburants, produits notamment grâce au maïs. On le sait, environ aujourd'hui, une tonne de maïs sur 3 sert aux États-Unis à la production de biocarburants, et les États-Unis sont le premier producteur mondial de bioéthanol basé sur le maïs. Nouveau débouché, nouvelle pratique, c'est le développement de l'agriculture bio aux États-Unis. Là, il y a du retard, alors que, assez paradoxalement, les premiers health food stores apparaissent dès le début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on a à environ 1,5 million d'hectares seulement de terres qui sont cultivées selon les logiques de bio. Et on constate que dans certains grands secteurs de production, notamment les céréales, la production de bio est infinitésimale, alors que, comme vous le voyez, ce marché du bio connaît une croissance régulièrement forte. Donc aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 40 milliards de dollars sur le marché du bio. C'est le premier marché du bio dans le monde qui représente environ 35% des ventes mondiales dans ce marché du bio. Notons que parallèlement, on a aussi une attention au sol, par exemple, dans le cadre de nouvelles façons culturelles, de nouvelles pratiques agronomiques. Les États-Unis, par exemple, développent aujourd'hui fortement ce qu'on appelle les TCS, les techniques de culture simplifiées, sans labour, qui permettent à la fois d'être plus économiques dans les façons agricoles et plus respectueux de l'environnement.
on considère que 30% du soja aujourd'hui aux États-Unis procède de cette technique de culture sans labour. C'est d'autant plus nécessaire que les États-Unis ont une image de marque agricole qui est assez dégradée et ils sont confrontés à de vraies problématiques. Première problématique, la surexploitation des milieux, surexploitation des sols, surexploitation de l'eau. Vous avez notamment des nappes d'eau, notamment la nappe aquifère de l'Ogallala, qui s'étend sur environ 8 États, qui est sous pression, qui a localement perdu jusqu'à 40% de ses stocks. Donc il y a nécessairement une appréhension en termes d'agriculture durable à développer. Deuxième problème, la surchimisation, l'utilisation massive donc d'engrais, de glyphosate notamment, donc de tout ce qui relève de pesticides, parce que ces pesticides sont couplés à l'utilisation des OGM et même sont couplés aux techniques de culture sans labour. Et enfin, dernière problématique, la malbouffe. Les États-Unis restent encore emblématiques, même si de gros efforts ont été faits en la matière, ils restent emblématiques de cette problématique-là. Enfin, grand C, dernier point, l'enjeu c'est répondre aux inquiétudes agricoles et alimentaires. Déjà parce que les Américains, aujourd'hui, ou en tout cas une partie de la population, est marquée par de nouvelles exigences en termes de qualité sanitaire, et donc des débats sociétaux se posent, notamment cette question des OGM. Aujourd'hui, on a des États qui cherchent à imposer l'étiquetage, qui n'est pas obligatoire à l'échelle de l'État fédéral, l'étiquetage donc sur les produits issus d'OGM, et le Vermont, par exemple, le 1er juillet 2016, lance sa législation spécifique qui impose un étiquetage sur les aliments qui contiennent des organismes génétiquement modifiés. Et sur ce plan-là, les États-Unis, l'État fédéral apparaît comme une sorte de patchwork entre des États qui sont très avancés en la matière et d'autres plus en retard. Par ailleurs, ce sont des agriculteurs qui sont inquiets dans le cadre d'un monde agricole américain de plus en plus inégalitaire. Les inquiétudes, quelles sont-elles? Alors, c'est tout d'abord les inquiétudes en termes d'évolution des structures agraires. D'une part, l'agriculteur vieillit aux États-Unis. L'âge moyen de l'agriculteur, c'est 55 ans. Par ailleurs, dans le cadre des stratégies de concentration foncière, le prix des terres explose. Par exemple, dans l'Iowa, pour la seule année 2012, le prix des terres arables a augmenté de 24%. Il augmente de 63% dans cette même région de l'Iowa entre la période 2010-2014. Autre facteur d'inquiétude, les évolutions économiques en général. Est-ce que l'État fait le choix de l'industrie ou est-ce qu'il fait le choix de l'agriculture dans les grandes négociations commerciales? Est-ce que également il raisonne en termes monétaires, les impacts monétaires sur l'agriculture? On sait que tout renchérissement du dollar entraîne immédiatement des pertes de compétitivité. Or, aujourd'hui, à l'échelle de l'État fédéral, on a des politiques monétaires qui vont devenir moins accommodantes. Autre facteur d'inquiétude, l'explosion des inégalités sociales. Alors oui, l'agriculture américaine, c'est une agriculture de l'immensité. On sait que la ferme moyenne aux États-Unis, c'est 200 hectares. Mais on constate que 93% de la production aux États-Unis est faite par 16% des exploitations. 93% de la production, 16% des exploitations. On constate dans cette même agriculture le poids des oligopoles. 85% de la viande de bœuf aux États-Unis sont le fait de 4 entreprises, JBS, National Beef, Tyson et Cargill. Et même dans des secteurs comme le bio, eh bien, on a une explosion de ces inégalités sociales, dans le sens où le bio est réalisé maintenant aussi par des groupes qui ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à suivre ce filon commercial. Et par exemple, la firme Aurora Organic Dairy, au Texas et au Colorado, dispose d'un cheptel de 20 000 vaches laitières en bio, dans plusieurs sites d'étables géantes. Selon le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, 6 fermes laitières au Texas certifiées bio disposent de plus de vaches que les 486 fermes bio de l'État de New York. En clair,
on a une inégalité sociale forte, y compris dans ces secteurs de filières agricoles alternatives qui se mettent en place. Et tous ces éléments-là sont des facteurs d'inquiétude profonde pour les farmers américains. Finalement, je conclus avec un monde agricole à la croisée des chemins. Déjà, soulignons bien le fait que pour les États-Unis, l'agriculture reste un facteur de puissance qui est indéniable aussi bien sur le plan géoéconomique et géoéconomique. Pour répondre à notre question de départ, les États-Unis ne sont pas une hyperpuissance agricole et l'utilisation de l'agriculture comme arme de coercition est finalement une utilisation vaine dans un monde agricole qui est inquiet. Et cette inquiétude, elle se traduit à travers l'ambiguïté du vote électoral donc, des farmers états-uniens. Durant la campagne, les farmers américains ont finalement plutôt soutenu Trump, alors qu'ils mènent aujourd'hui une politique qui est plutôt néo-isolationniste, et cette politique-là est plutôt défavorable aux exportations agricoles des États-Unis. Et finalement, le vote des farmers pour Trump est tout à fait révélateur, d'une part, des ambiguïtés du vote Trump, et d'autre part, des ambiguïtés du nouveau président des États-Unis. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous allons faire passer des micros. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors j'avais deux petites questions, enfin une petite et une plus grosse. La petite question c'était par rapport au graphique sur la production d'OGM. J'arrive pas à comprendre sur la production de betteraves cette envolée spectaculaire en quelques années si vous l'avez. Les autres ont des courbes cohérentes, mais là on est à 2007, on est à 0, et en 2009 on est à 95% quasiment. Alors est-ce que c'est dû à une concentration du secteur? Parce qu'on ne peut pas imaginer que tous les petits producteurs aient basculé en 2 ans sur des semences OGM. Donc ça c'est une petite question factuelle sur ce graphique. La deuxième c'est par rapport aux enjeux que vous soulevez, notamment sur la fin de votre exposé. Sur les États-Unis, est-ce que c'est pas finalement un petit peu les mêmes enjeux qu'en France? Ces enjeux finalement de vieillissement des agriculteurs, on a un peu la même chose, de concentration. Et par contre, là je connais moins, et vous aurez peut-être la réponse, sur ces enjeux aussi du bio en France. Est-ce que c'est un modèle différent des États-Unis, plutôt encore des petits producteurs, ou est-ce qu'on a la même logique de concentration? Voilà, merci. Alors pour répondre à votre première question sur les betteraves, en fait, comme vous le voyez, on a un décalage chronologique en termes d'innovation semencière. C'est-à-dire que les betteraves sont apparues très tardivement sur le marché des semences, par rapport au soja, par rapport au coton, par rapport au maïs, et elles sont apparues dans un moment où, en fait, déjà, sur ces autres secteurs, soja, coton, maïs, on avait une quasi-généralisation. Donc, en fait, les betteraves font partie des grands trains d'assolement, des rotations culturales dans les systèmes de céréales et d'oléoprotéagineux. En clair, elles sont arrivées sur le marché pour des céréaliculteurs et des producteurs d'oléoprotéagineux qui faisaient déjà quasiment que des OGM. Donc, ils se sont immédiatement mis aux betteraves donc, transgéniques, parce qu'en plus, alors il faut bien considérer que sur le plan simplement agronomique, et là je ne parle pas en termes d'impact sanitaire, mais si on parle simplement en termes de réalité agronomique, les OGM apportent pour les producteurs des plus qui sont évidents. Et donc, si vous raisonnez simplement en termes de production, il est indéniable que des semences transgéniques, parce que résistantes par exemple à certains parasites, parce que facilitant les trains de culture, sont intéressantes. Donc, ils les ont intégrés dans leur rotation culturale parce que les autres rotations culturales, enfin les autres éléments des rotations étaient déjà transgéniques. Et parce qu'ils y ont aussi un intérêt agronomique. Si on raisonne sur le plan simplement productif pur, le problème des céréales, enfin des semences transgéniques, c'est le coût. Mais après, en termes d'aisance de culture, elles apportent un plus. Ça, c'est indéniable. Quant à la question que vous soulevez sur la France, c'est exactement, je crois, oui, les mêmes problématiques. Mais c'est exactement les mêmes problématiques
dans les autres grandes puissances agricoles, prenez l'Allemagne aussi, dont on fait souvent un modèle pour l'agriculture française. En fait, c'est toute la problématique de l'intégration rapide et brutale d'agriculture dans la mondialisation. La mondialisation, c'est une ouverture des jeux d'échelle depuis le local jusqu'au mondial. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que qui s'en sort le mieux? Soit les agricultures et les agriculteurs qui jouent la carte donc du mondial, les économies d'échelle, les économies d'agglomération, la concentration et la diminution des coûts de production à l'hectare. Ça, c'est la première stratégie. Donc, on va augmenter la taille des cheptels, donc on augmente la concentration foncière, donc on machinise, donc on a recours à des entreprises de travaux agricoles, on externalise une partie de la production. Deuxième possibilité, la mondialisation, c'est aussi du local. Donc, on va se rattacher davantage à des marchés locaux, à des marchés régionaux, voire nationaux, en jouant une autre alternative, les circuits de proximité, les circuits courts et la qualité. Et en fait, bien souvent, les échelons qui sont en grande difficulté, ce sont les échelons intermédiaires. Ces agricultures et ces agriculteurs conventionnels, qui sont des agriculteurs qu'on va dire moyens, des exploitations moyennes, un nombre de têtes qui sont moyens, qui ne sont pas en bio, qui ne font pas des AOC, des AOP, enfin, si on prend l'exemple français, qui restent dans des schémas conventionnels, mais qui restent nécessairement moins compétitifs que les grandes fermes géantes qui, elles, produisent selon des méthodes strictement industrielles. Et donc, il me semble que le parallèle que vous faites, effectivement, sur l'inquiétude agricole en France et l'inquiétude aux États-Unis peut être fait. Et on pourrait faire le parallèle, je crois, avec l'inquiétude de mondes agricoles en Allemagne, en Espagne aussi. C'est cette question de ce qu'on pourrait appeler le choc systémique pour les exploitations. Ce choc systémique, c'est celui de l'intégration rapide, brutale, dans des jeux commerciaux mondialisés pour un secteur, l'agriculture, historiquement protégé et historiquement subventionné. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Oui, bonjour. Oui, j'ai une question. Vous avez commencé déjà à y répondre. C'était justement la comparaison entre les États-Unis et l'Europe. D'un point de vue un peu fondamental, l'impression que les subventions concernant tout ce qui concerne l'exportation ou les subventions qui permettent justement à l'agriculture d'être compétitive à l'exportation ont pour conséquence, ont les mêmes conséquences dans le monde, c'est-à-dire une baisse des prix et une dépense accrue des agricultures qui sont les plus faibles. Donc la question, c'est aussi bien ces politiques aux États-Unis comme en Europe ont-elles un avenir pour vous, et quel est cet avenir? Puis j'avais une deuxième question qui était beaucoup peut-être naïve, mais dans les années 70-80, on parlait de semences hybrides. Maintenant, on parle d'OGM. Je n'ai pas étudié la question, mais pour vous, quelle est la différence? Alors, dans les deux cas, on est dans de l'amélioration semencière. Mais dans l'hybridation, on croise des espèces. Alors que dans les OGM, on modifie le capital génétique d'une espèce. Donc l'hybridation se fait, on pourrait dire d'une certaine façon, assez naturellement. On croise les espèces les unes les autres pour améliorer. Alors que dans les OGM, là, on change complètement de calibre. On n'améliore pas, on modifie. Et on modifie le capital génétique de la plante de façon complètement artificielle, en modifiant son génome et en introduisant des gènes supplémentaires dans cette plante. Et là, on est dans une action qui est beaucoup plus prégnante. Ensuite, est-ce que ces politiques ont un avenir? En fait, c'est aux politiques qu'il faut le dire. L'agriculture est un enjeu politique, social, paysager et économique. Et la question, c'est, et moi je n'ai pas la réponse, c'est quelle priorité on donne aux systèmes agricoles. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que c'est une activité économique? Comme toute activité économique, elle doit donc relever des principes de compétitivité, de rentabilité. Donc on ouvre les frontières, on décloisonne les marchés, on met en compétition et entre guillemets que le meilleur gagne, avec une autonomisation, ou même on va dire une individualisation complète des parcours. À chaque agriculteur de réussir sa stratégie, et tant pis pour celui qui n'y arrivera pas. Ou alors on considère qu'il y a une dimension entre guillemets patrimoniale à l'agriculture,
dans le sens où elle entretient la vie locale, des campagnes, et notamment du rural profond, elle contribue à l'entretien des paysages, elle contribue à la biodiversité aussi, et là, il faut mener des politiques spécifiques qui, sans doute, doivent être en partie en contradiction avec des seuls principes de rentabilité économique. Mais ça, je crois que c'est à l'acteur politique à qui il faut poser la question. Il me semble, je parle de mémoire, mais il me semble qu'un pays comme la Suisse a fait un choix qui est clair, c'est-à-dire inscrivant dans la loi le fait que l'agriculture avait cette fonction patrimoniale, donc qu'elle devait être aidée, donc qu'elle devait être protégée, et qu'il fallait aussi accompagner les agriculteurs dans cette démarche eh bien, de gestion des paysages, de gestion de l'espace et d'entretien, au sens d'activité, hein, d'entretien de la ruralité. Alors, ont-elles un avenir économiquement? Oui. Économiquement, l'ouverture des marchés, le décloisonnement, la mise en compétitivité des systèmes de production, oui, ça marche, ça a un avenir. Après, est-ce que c'est un avenir souhaitable? Ça, c'est aux citoyens de poser la question aux politiques et de lui demander de le dire clairement. Alors, Mais, on va passer. Oui. La dernière question pour qui une question. va prolonger un petit peu ce que vous voulez dire à propos de l'agriculture familiale. Quelle est sa place aux États-Unis et quelles sont ses perspectives d'avenir face à l'agro-business? Alors, l'agriculture familiale aux États-Unis garde, contrairement à ce qu'on pense, une part prépondérante. C'est-à-dire que la majorité des acteurs de l'agriculture aux États-Unis sont des exploitations familiales. Alors, des exploitations familiales de grande taille. De grande taille par rapport à l'exploitation type française. Si on prend les recensements de l'agriculture en France, on est à environ 70 hectares. Et aux États-Unis, on va parler d'une exploitation type de 210 hectares. Bon. Mais ça reste malgré tout des structures et des schémas de production qui restent majoritairement familiaux. Alors pourquoi cette ampleur de terre à l'échelle de ces exploitations familiales? Parce que bon, on a une immensité de terroirs, parce qu'on a très tôt une précoce mécanisation et motorisation, donc ça permet de cultiver en étant tout seul 200 à 300 hectares grâce à des machines en toute facilité, et puis parce que vous avez aussi ce génie génétique qui permet aux agriculteurs de cultiver plus rapidement et plus vite, avec un minimum de matériel. Mais on est bien d'accord, ça reste une agriculture à base familiale. Le farmer existe toujours aux États-Unis. On estime que l'agriculture, au sens d'activité de production qui relève de grands groupes industriels, représente entre 16 et 20% des actifs agricoles. Mais ça signifie qu'à hauteur de plus de 70%, 80%, l'agriculture américaine reste une agriculture familiale. D'où ces inquiétudes. D'où ces inquiétudes fortes, d'où ces tensions que l'on a aujourd'hui dans le marché agricole, enfin dans le marché agricole et dans le monde agricole américain, et d'où ces stratégies aussi très diverses d'agriculteurs qui, pour certains, on le voit, choisissent de passer au bio, choisissent de passer à des agricultures sur des segments qui sont plus courts ou choisissent de faire plus de qualité que de quantité. Mais structurellement, ça reste encore une agriculture familiale. Alors cette conférence s'achève. Merci à toutes et à tous pour votre présence et un grand merci à Monsieur Dubois pour cette conférence très intéressante sur un sujet assurément actuel et stratégique.